Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct depuis le Mouvement des entreprises de France pour cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive, vous le savez, co-organisée en partenariat avec la FMD. Alors toute la semaine, nous donnons la parole aux acteurs, aux actrices et aux organisations engagées en faveur de la diversité et de l'inclusion, raison pour laquelle je suis maintenant aux côtés de Brune Poisson. Bonjour. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. Alors, vous êtes directrice du développement durable au sein du groupe Accor. Vous combinez la double expérience du privé et du public. Aujourd'hui, vous faites partie du comité exécutif d'Accor. Quelle est votre vision de la diversité et de l'inclusion au sein du groupe Accor ? D'abord, merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, surtout pour parler d'un sujet qui me semble particulièrement important à cette date, cette heure où on est en train de sortir de la crise du Covid. C'est peut-être pas vrai pour toutes les entreprises, mais en tout cas, c'est vraiment le cas pour Accor. Pour nous, les questions sociales, les questions humaines, elles sont vraiment au cœur de ce qu'on fait. Parce qu'on ne fabrique pas des machines, on fabrique des expériences, et des expériences qui sont menées, emmenées par des humains, par des hommes, par des femmes qui composent notre groupe. Et donc pour nous, depuis le début, c'est vraiment au cœur de l'identité d'Accor, et on veut continuer à renforcer ça. Vous avez peut-être vu Accor est au cœur d'initiatives comme par exemple He for She, ou on est aussi très présent dans beaucoup d'indices ESG, et par ailleurs on mène toute une série d'initiatives très concrètes. Je vais peut-être pas les détailler ici, mais peut-être dire que en sortie de crise du Covid, on est face à deux défis majeurs. Le premier, c'est celui, dans notre secteur en tout cas, c'est celui du recrutement, comment aller continuer à aller chercher des talents. Et le deuxième défi important, c'est celui de la lutte contre les inégalités sociales. Et on estime qu'en tant qu'entreprise, on a un rôle clé à jouer pour participer à trouver des solutions plutôt que d'en créer. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour nous, c'est en renforçant notre élévateur social, c'est-à-dire en considérant que l'entreprise, elle est aussi là pour offrir des opportunités, pour aller chercher ceux qui sont potentiellement un peu plus éloignés de l'emploi, ou alors ceux qui ne sont pas éloignés de l'emploi, mais qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités ou les mêmes occasions de grandir au sein de l'entreprise. Alors, c'est pas un combat qui est nouveau pour l'entreprise Accor, et je pense par exemple à une étude qu'on a menée avec le Club du 21e siècle, McKinsey et d'autres entreprises françaises qui montrent que globalement Accor est pas mal placé, même si, comme beaucoup d'entreprises françaises, on a encore des progrès à faire. Mais quand on regarde, et cette étude, elle mesurait la diversité socio-économique et la diversité d'origine, et en ce qui concerne la diversité d'origine, Accor, on est environ à 58% de cadres dirigeants qui sont internationaux, et en matière de diversité socio-économique, on est à peu près à 58%. Donc on voit qu'on n'est pas en retard, mais il faut qu'on continue à agir dessus. Et je crois que ça pose des questions qui sont plus larges, qui est la question de race over class. C'est tout le débat qu'il y a aux États-Unis. Est-ce qu'on regarde la couleur de peau? Est-ce qu'on se centre sur ces aspects-là, qui sont parfois difficiles, voire interdits de mesurer en France? Ou est-ce qu'on s'intéresse à la question des inégalités sociales? Ou est-ce qu'on mêle les deux? Et si oui, comment? Et donc nous, on est en train de trancher au sein d'Accor, et pour nous, la priorité, celle qui englobe tout et qui comprend aussi la question de la race et de l'ethnicité, c'est celui de l'élévateur social, et c'est celui de la lutte contre les inégalités. Très bien. Alors on va parler du comment. Comment justement vous mobilisez vos pairs au sein du comité exécutif pour embarquer ensuite l'ensemble de tous les collaborateurs et de toutes les collaboratrices ? D'abord, je crois que c'est important de montrer en quoi c'est une question morale aussi, avant toute chose. Ensuite, je crois que c'est important de rien laisser passer. On a commencé cette démarche-là avec, bien sûr, la discrimination envers les femmes, qui a pendant longtemps été une réalité. C'est quand on la voit, il faut quelque part la pointer du doigt, montrer, parce que c'est aussi une façon d'en prendre conscience. Et puis un autre chantier aussi sur lequel on va travailler, c'est la question des biais cognitifs inconscients. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, on n'est pas activement, on cherche pas activement à discriminer contre un tel ou un tel, mais on reproduit des schémas de pensée, on reproduit des stéréotypes, on reproduit des façons de faire, des façons d'agir, des façons de s'adresser même à certaines personnes de façon totalement inconsciente, et c'est ce qui participe à leur mise sur le côté, ou en tout cas pas forcément à l'épanouissement de leur talent. Et ça, c'est pas toujours conscient, donc pointer du doigt, c'est bien, mais aider les managers, les responsables, les dirigeants à en prendre conscience, c'est encore plus important, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Alors, quel levier activer justement pour agir ?
Ah bah là, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a, donc quand j'ai parlé des biais cognitifs inconscients, il y a bien évidemment mener des workshops, des travails, enfin il y a des techniques qui se font et que les entreprises américaines ont beaucoup développé. Mais moi, je crois qu'il faut bien penser au I, ou en tout cas aux inclusions, dans diversité et inclusion. Donc il faut aller au-delà du recrutement. Il y a la diversité, bien sûr, qui doit être prise en compte au moment du recrutement, mais ensuite, il y a toute l'intégration dans l'entreprise et tout le parcours au sein de l'entreprise. Et donc, moi, je crois par exemple beaucoup à aller au-delà encore du mentoring, ce que les entreprises américaines appellent le sponsorship. Oui. Et là, c'est vraiment accompagner quelqu'un en lui donnant aussi les clés pour faire du réseau, pour s'adapter à la culture de l'entreprise. Et donc, on va au-delà du mentoring. Et puis, un troisième aspect aussi qui me semble essentiel, c'est celui de la mesure de l'impact et du calcul. Pour moi, ça, c'est clé. Il faut travailler sur des indicateurs. En France, c'est parfois plus difficile que dans d'autres pays, comme je le disais précédemment, mais je pense qu'on peut encore travailler là-dessus et il faut développer des indicateurs, il faut mesurer, il faut considérer que c'est absolument central dans la performance d'une entreprise. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience personnelle qui vous a marqué durant votre parcours professionnel en lien avec le thème de la diversité, de la prise en compte des différences de chacun et de l'inclusion ? Alors, je pourrais tenir à peu près 3/4 d'heure si je vous parlais des discriminations envers les femmes dans certains milieux dans lesquels j'ai été précédemment, notamment le milieu politique. Je vous épargne ça. Mais plus concrètement, je vous disais tout à l'heure que pour moi, la question essentielle, en fait, une question qui est importante, c'est qu'il y a un vrai business case autour de la diversité. Il y a beaucoup d'études qui l'ont prouvé. Et il y a une étude encore de McKinsey qui est sortie récemment qui montre qu'en fait, la diversité des cadres dirigeants au sein d'une entreprise, elle lui permet d'avoir des performances économiques, commerciales, financières supérieures aux entreprises qui n'en ont pas. Et moi, j'en ai fait directement l'expérience. Je travaillais à l'étranger, en Asie, et on devait installer des centres, en fait des centres de soins au sein des villages, plusieurs dans les villages, pour que les femmes puissent y aller. Et en fait, en faisant ça, les ingénieurs ont très très bien construit le système, mais ils ne se sont adressés que aux hommes, parce que c'était un pays musulman en plus de ça. Donc c'est vrai que traditionnellement, c'est souvent le père de famille qui interagit avec les personnes à l'extérieur. Et donc on a complètement oublié d'interroger les femmes. Et on a installé tous ces centres, et puis en fait, ils n'étaient absolument jamais utilisés. Et personne ne comprenait. C'était gratuit, c'était là pour aider les femmes, aider les familles, sauver les vies, améliorer les conditions de vie. Et on s'est rapidement aperçu qu'en fait, comme on s'était pas adressé aux femmes, on avait mis ces centres de soins 5 mètres trop loin par rapport à la distance à laquelle une femme de religion musulmane avait le droit, entre guillemets, ou en tout cas plutôt la coutume, dans son village de sortir. Et donc, à quelques mètres près, on avait complètement raté l'objectif. Et donc, on a dû tout refaire. Et là, quand je vous parlais de performance financière ou performance commerciale ou même juste performance sociale, impact du projet, là, il était presque réduit à néant et on a dû le refaire. Donc, c'est pour donner un exemple à quel point c'est important de le faire et de l'inclure dès le début de tous les projets. En fait, on le dit beaucoup, mais ça se fait relativement peu, parce que c'est pas toujours, c'est parfois un peu gênant quand on est un dirigeant d'entreprise. Ça force à changer certaines habitudes, à changer les façons de faire, et donc c'est pour ça que je dis, il y a la diversité, il y a le recrutement, puis derrière il y a toutes les façons de faire, toute la culture aussi qu'il faut transformer. Très bien, merci pour ce témoignage. Quel serait le conseil que vous donneriez si vous deviez encourager d'autres professionnels aujourd'hui à intégrer la diversité, l'inclusion dans leur environnement de travail tous les jours ? Moi, je pense que ce qui est clé, c'est arriver à créer un environnement de travail dans lequel, sans crainte, les membres de votre équipe ou même l'entreprise en général peut avoir des lieux, des endroits, des moments où ils peuvent confier certaines discriminations ou discrimination, le mot est très fort, mais certaines façons de ne pas nécessairement se sentir pleinement intégré, pleinement à l'aise, pleinement écouté ou d'avoir les codes. Ça, je pense que c'est très important aussi. Et la deuxième, elle est, même s'il faut, je crois, totalement assumer, et en tout cas c'est le cas pour Accor, totalement d'assumer d'être une entreprise française, donc qui porte des valeurs occidentales, je crois qu'il faut aussi constamment se poser la question de ces valeurs-là, à quel point elles vont potentiellement heurter ou freiner la progression de certains. Très bien. Merci Brune Persson pour avoir partagé ce temps avec nous ce matin.
Alors, cette matinée, vous le savez, de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive touche maintenant à sa fin. Merci à tous nos intervenants, merci aux équipes du mouvement des entreprises de France ainsi qu'à la FMD. À suivre, alors le programme de cet après-midi, notez-le bien, à 14 h, nous vous proposons un temps privilégié d'échange avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain jeudi à partir de 9 h 15. Nous profiterons de cette matinée pour mettre en lumière les enjeux de la relation entre école et entreprise. Nous parlerons mixité des métiers et emploi des seniors. Notez dès à présent également l'intervention de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à cette occasion. Voilà, le programme complet de la fin de cette semaine est à retrouver sur la plateforme Imagina. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.